travaux des socialistes en général, mais nous ferons au mieux pour tenir les horaires pour la suite, parce qu'il y a des traditions qu'il faut toujours améliorer. Et donc, c'est nos collègues Dienaba Diop et Loïc Gachon qui animeront cette plénière. Et donc, je leur laisse la parole pour que l'un d'entre eux ou les deux prennent un micro et puissent présenter les intervenants et se lancer. Puis ensuite, la suite du programme se déroule comme inscrit. Merci. Okay. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dienaba Diop, je suis conseillère régionale d'Île-de-France et je suis aussi adjointe à la maire des Mureaux. J'ai le plaisir de co-animer cette plénière avec Loïc Gachon qui va se présenter aussi. Et en fait, après cette belle introduction faite par nos hôtes et par les présidents de la FNESER, nous tenions à avoir un temps d'échange sur la gauche des territoires et un peu revenir sur l'historique, sur la genèse de ces territoires, mais aussi parler des perspectives, puisqu'on est aussi là pour ça, et de voir un petit peu quelles sont les perspectives qu'on peut avoir après les dernières municipales, quels sont les territoires, qu'est-ce qu'un territoire de gauche, quelles sont les différentes choses qu'on peut y mener. Ce sont des laboratoires, on l'a dit, et puis c'est surtout ce qui nous permet d'être présents le plus auprès des hommes et des femmes qui en ont le plus besoin. Donc nous allons avoir cette table ronde avec 4 intervenants. Je vais en présenter 2 et ensuite je vais céder la parole à Loïc pour qu'il puisse faire la suite. Donc juste, je reprends mes notes pour ne pas dire de bêtises. Donc du coup, nous allons avoir 4 interventions. Je vais partir donc de... nous avons Gilles Pinson, qui est professeur des universités spéculaires des politiques urbaines. Nous avons aussi Jean-Daniel Lévy, qui est directeur de Harris pour la partie opinion. Et je vais laisser Loïc... Merci Dienaba. Loïc Gachon, donc je suis maire de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône et tout récemment trésorier de la FNESER avec du coup du boulot à faire autour d'Hélène et Benoît, mais c'est pas le sujet de cette ouverture. La gauche des territoires, c'est ce qui est le fondement sans doute de nos réussites, y compris de nos réussites au niveau national. Et aujourd'hui, les enjeux qui sont devant nous, avec l'histoire électorale récente qu'a connue le Parti socialiste, c'est une question de vie ou de mort pour nous, à court terme, avec la séquence qui va arriver des municipales, puis des départementales et des régionales. On a, dans notre ancrage territorial, non seulement à se questionner, mais sans doute à se renouveler, à re-questionner nos alliances, à re-questionner nos stratégies. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire de gauche? Qu'est-ce que c'est qu'une politique territoriale de gauche? Est-ce que là-dessus, nous avons encore, toujours, des singularités, des discours singuliers à apporter, une approche qui nous différencie, à la fois de nos alliés, mais également de nos adversaires politiques? Donc c'est un petit peu cette question-là qu'on souhaitait poser en ouverture de ce séminaire de formation. Donc Dienaba a présenté 2 de nos interventions. Moi je vais évoquer les 2 qui clôtureront les interventions. Alors Estelle Emami, qui est conseillère municipale d'opposition à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Moissac qui a basculé à l'extrême droite il y a peu de temps, alors que c'est un territoire identifié de gauche presque depuis que la gauche existe. Comment c'est possible? Comment on en arrive là et comment on s'en sort? C'est un petit peu les sujets. Alors en étant maire de Vitrolles, je me permettrai peut-être d'apporter quelques éclairages personnels. Et puis pour conclure notre table ronde, c'est un éclairage un peu plus distancié, un peu plus global, donc de Gilles Pinson, professeur des universités. Pardon, de Romain Pasquier, pardon, Gilles Pinson, il va ouvrir, politologue, qui nous apportera à la fois un éclairage sur notre chemin, le chemin parcouru par la gauche des territoires, mais aussi un éclairage sur les défis qu'elle a à relever pour l'avenir. Voilà, Dienaba, je te rends le micro. Merci Loïc. Donc comme nous l'avons annoncé, donc c'est Gilles Pinson qui va démarrer cette
cette table ronde et qui va nous fournir justement un point de vue un peu surtout sur la genèse, donc sur l'historique des territoires de gauche. Bonjour à tous et merci de l'invitation. C'est une première pour moi d'intervenir dans ce cadre. Ça me permet de revoir ou de voir des élus que j'ai suivis, bien entendu, puis de revoir un vieux compagnon de route, Romain Pasquet, avec qui on a fréquenté les bancs de Sciences Po et de la fac à Rennes. Alors voilà, donc la commande qui m'a été donnée, vous avez entendu, est un peu compliquée. Qu'est-ce qu'un territoire de gauche? Qu'est-ce que pourrait être un socialisme municipal au XXe siècle? Et puis, pourquoi la gauche, ou en tout cas la gauche socialiste, a perdu ses territoires? Alors, je dois vous avouer que moi, en venant ici, j'attendais plutôt à avoir des réponses à ces questions, plutôt qu'à en formuler moi-même, parce que moi, je me sens assez peu compétent ni légitime à définir ce que c'est qu'une politique de gauche, politique urbaine de gauche, mais bon, je vais quand même essayer de répondre à ces questions en partant de mon expérience de recherche qui porte sur les politiques urbaines depuis plus de 20 ans, dans une perspective à la fois comparative en France, en Europe, et puis avec une forme de profondeur historique. Alors d'abord, difficulté qu'il faut quand même noter quand on parle de politique urbaine de gauche, ou qu'est-ce que c'est qu'une politique territoriale de gauche ou un territoire de gauche, c'est que le problème, c'est que les espaces locaux se prêtent quand même assez bien aux logiques de dépolitisation. C'est-à-dire qu'à la fois, d'un côté, les habitants ou les électeurs n'identifient pas forcément facilement les clivages idéologiques ou partisans quand il s'agit de questions locales. Moi, j'habite une commune gouvernée par le MoDem où le maire vient de retaper une très belle piscine à proximité d'un quartier populaire, d'un quartier d'une ZUP. Voilà, ce serait plutôt, à mon avis, une politique de gauche, mais conduite par un maire de centre droit. Donc c'est très compliqué. Et puis, par ailleurs, le grand jeu des élus locaux, surtout une fois qu'ils sont élus, c'est souvent d'effacer leur ancrage partisan idéologique et de se transformer en notable. Bon, alors, il ne faut pas se laisser avoir à ça. Je pense qu'il y a vraiment, en tout cas c'est le pari que je fais, il y a des clivages, des marqueurs idéologiques dans les politiques urbaines, au même niveau que ce qu'on peut observer dans les politiques nationales. Alors je vais développer essentiellement deux arguments qui correspondent à deux moments de mon intervention. Le premier argument, c'est que clairement, ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques urbaines, et je vous dirai un peu ce que je mets là-dedans, les politiques urbaines ont été inventées par la gauche, et par la gauche socialiste, notamment à deux moments historiques sur lesquels je reviendrai, qui sont la période du socialisme municipal d'une part, et la vague rose des années 70. Deuxième argument que je voudrais développer, alors sans doute un petit peu plus provocateur, c'est qu'aujourd'hui, les socialistes, en tout cas la gauche socialiste, a largement perdu cette capacité à incarner un agenda urbain de gauche, à incarner l'innovation politique urbaine ancrée à gauche. Et je vous proposerai trois pistes d'interprétation. Alors, premier élément, donc premier argument, c'est bien la gauche qui a inventé les politiques urbaines. Alors là, je précise tout de suite que quand je parle de politique urbaine, je ne parle pas forcément d'urbanisme. Bon, sans rentrer dans les détails, l'urbanisme comme pratique d'anticipation et d'encadrement du développement urbain par les plans, par les opérations immobilières, ce n'est pas forcément une caractéristique de gauche, à moins de considérer que le baron Haussmann était très à gauche. Par contre, les politiques urbaines, qui est une catégorie, à mon sens, beaucoup plus large, qui est un ensemble d'interventions publiques sur le logement, sur les transports, sur les services de santé, d'éducation, à des fins notamment de rééquilibrage de déséquilibres territoriaux et sociaux, ça, on peut dire que c'est la gauche qui a inventé. Ce qu'on pourrait appeler un welfare urbain, ce welfare urbain qui aujourd'hui constitue l'essentiel des politiques locales, a été inventé à gauche. Alors, pourquoi dire que ces politiques urbaines sont de gauche? Bon, d'abord parce que l'idée ici, c'est de ne pas laisser au libre jeu des forces de marché le fait de définir seul la destination des sols, les conditions dans lesquelles on peut louer un logement, décider qui peut accéder à un certain nombre d'aménités, la santé, l'éducation, la culture. Donc partir d'un constat d'inégalité de domination pour rétablir les choses, pour, on pourrait dire, lutter contre les rentes urbaines, spolier la rente urbaine, la rente des propriétaires, de ceux qui font de l'argent en spéculant sur le sol, sur les immeubles. Et puis, autre raison, c'est que ces politiques urbaines, elles ont été inventées dans le cadre de ce qu'on appelle le socialisme municipal par des élus socialistes à la toute fin du XIXe siècle et réinventées par la suite. Donc il y a deux grands moments historiques qui voient la gauche et surtout les socialistes, pour ce qui est de la France, activer les outils certes limités du pouvoir local pour changer la ville, pour changer la vie en changeant la ville. C'est la période du socialisme municipal,
exclu à l'époque, donc qui commence à la toute fin du XIXe siècle pour se terminer à peu près dans les années 30, à l'époque exclu du pouvoir politique national, les socialistes investissent les municipalités, politisent le local et ils développent un programme ambitieux dans les villes qu'ils contrôlent, qui sont généralement des banlieues ouvrières. Donc bien entendu, j'ai en tête Henri Sellier, qui a été, alors il a été président, je ne sais pas s'il a été fondateur de la FNESR, mais Henri Sellier à Suresnes, qui est une des incarnations du socialisme municipal, alors qui porte sur des interventions sur le logement, lutter contre les taudis, imposer des normes aux propriétaires, construire les premiers logements sociaux, municipaliser un certain nombre de services urbains que l'on va gérer en régie, l'eau, l'électricité, les transports, développer une action sociale, sanitaire, éducative. On parlait tout à l'heure des bains-douches, l'histoire des bains-douches, avoir une politique foncière, mettre en place une fiscalité locale redistributive. Tout ça, ce sont des choses que vont mettre en place les municipalités du socialisme municipal. Alors là, il faut bien voir que l'action à l'époque, elle est fondamentalement disruptive, pour utiliser un terme plutôt contemporain, parce qu'il s'agit de s'attaquer dans la France de la Troisième République, qui est une France plutôt libérale, à un tabou très puissant, qui est le tabou de la propriété privée. Quand vous intervenez sur l'usage des sols, quand vous intervenez dans les relations entre propriétaires et locataires, vous contraignez la propriété privée, qui est une valeur fondamentale de la Troisième République naissante, défendue à l'époque non seulement par les conservateurs et les libéraux, mais aussi par certaines franges des radicaux. Et puis, faire du socialisme municipal, c'est entraver la liberté du commerce. Quand vous ouvrez une boucherie ou une boulangerie municipale, vous perturbez les mécanismes spontanés du marché. D'ailleurs, c'est bien au nom de la défense de la liberté de commerce qu'à partir des années 20-30, le Conseil d'État va de plus en plus censurer les initiatives des villes socialistes et puis des villes communistes après le congrès de Tours, au nom de ce principe. Donc ça, c'est la première période. Et puis la deuxième période, c'est la parenthèse enchantée de la vague rose des années 70-80, que certains ont connue et que nous, notre génération, nous a raconté plutôt. Donc c'est cette période qui, à la fois, précède et suit les élections de 77, qui voient une vague rose de maires conquérir les villes moyennes et grandes. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les années 70 sont une période de forte repolitisation des enjeux urbains et locaux. La génération de ce qu'on appelle les baby-boomers, de mai 68, arrive à maturité politique. Elle a progressivement colonisé les emplois publics et parapublics. Émerge ce qu'on appelle à l'époque, ce que les sociologues appellent une petite bourgeoisie du service public, grâce au développement de l'État-providence. Et cette génération, elle commence à s'intéresser aux affaires locales. Précédemment, elle s'est aussi intéressée à des mouvements, les mouvements post-68, les mouvements écologistes, antinucléaires, féministes, régionalistes, mais elle s'est aussi investie dans les luttes urbaines, les luttes des locataires contre l'absence de services dans les grands ensembles, les luttes des usagers des transports publics, les luttes des habitants des quartiers voués à la rénovation urbaine. Et cette génération très investie dans les mouvements se trouve confrontée à une offre politique partisane extrêmement décevante. Bon, d'un côté, vous avez les communistes qui n'ont pas été très aidants pendant mai 68, et puis ils ont face à eux des socialistes qui sont à l'époque impliqués très souvent, malgré le congrès d'Épinay, dans des alliances au centre et à droite contre les gaullistes et les communistes. C'est l'arc républicain de l'époque, si vous voulez. Et donc, face à ça, il n'y a pas de débouché politique pour cette génération de militants. Et le grand génie de François Mitterrand, ça va être de réagir à cette situation-là et de se tourner vers ces nouvelles générations, d'ancrer davantage le nouveau Parti socialiste créé à Épinay dans ces mouvements sociaux-là, de récupérer cette énergie militante, de s'allier avec les communistes pour préparer les élections municipales de 77 et les élections législatives de 78. Et cet attelage va être assez séduisant pour cette nouvelle génération de militants, et donc ils vont rejoindre les troupes et les listes de l'Union de la gauche, et donc c'est ce qui permet les victoires en 1977 qui vont donner lieu à des innovations en termes de politique urbaine extrêmement importantes. Alors moi qui suis nantais, c'est la grande époque de la réintroduction du tramway en 1977,
sur une emprise que l'État destinait, et la droite destinait à la construction d'une autoroute urbaine. C'est la piétonisation, c'est la requalification du patrimoine urbain, c'est le développement des services dans les quartiers des grands ensembles qui en étaient cruellement dépourvus. Alors, je vous parle de politiques qui peuvent paraître aujourd'hui extrêmement banales, puisque tout le monde, même à Nice, on fait du tramway. Mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, ces politiques-là ne sont pas du tout consensuelles. Les villes de gauche, Grenoble, Nantes, veulent réintroduire le tramway pour transporter le peuple. Les villes de droite, à l'époque, ne veulent pas du tramway, parce que, apparemment, Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, considérait que le tramway, ça faisait un peu trop pays de l'Est. Il voulait son métro, qu'il n'aura jamais, et finalement, le tram sera développé à Bordeaux, mais beaucoup plus tard. Voilà, donc, ce qui va devenir, en fait, l'alpha, l'oméga des politiques urbaines dans les décennies 80-90 est inventé à ce moment-là. Alors, deuxième argument que je voudrais développer, c'est qu'en fait, cette capacité à incarner les politiques urbaines de gauche, mais les socialistes et leurs alliés les plus proches, notamment les communistes, vont commencer à la perdre à partir des années 2000, et encore davantage dans la décennie suivante. Alors certes, les grandes villes vont demeurer des bastions solides, même les bastions les plus solides pour les socialistes, à l'exception des cas énigmatiques des villes du sud du pays, mais cette hégémonie commence quand même un peu à s'effriter. Et ce qui est frappant, c'est que la menace à cette hégémonie socialiste dans les grandes villes, elle ne vient pas véritablement de la droite, elle vient surtout de la gauche écologiste ou de la gauche qu'on pourrait appeler mouvementiste, très liée plus ou moins aujourd'hui aux insoumis ou très liée à des mouvements néo-municipalistes. Alors, les signes de ce désamour pour les politiques urbaines portées par les socialistes ne sont pas immédiatement électoraux, ça va venir plus tard. Mais déjà dans les années 2000, 2010, on sent émerger un mécontentement diffus contre les politiques urbaines menées par les socialistes et ce qu'elles ont généré. Trop d'urbanisation, trop de densification, trop de métropolisation, trop de césure entre le rural et l'urbain. Et puis aussi, les socialistes ils ont voulu tellement utiliser tous les leviers du pouvoir local que parfois la mainmise des administrations municipales socialistes sur la vie locale est perçue comme trop forte. Je crois que c'était en 2008, je crois, aux élections municipales de 2008, il y a une liste à Nantes qui s'appelle Nantes Culture, qui ne va pas peser lourd, hein, ils vont faire un 1,5%, mais qui conteste la manière dont une structure de portage des politiques urbaines très liée à la mairie s'est constituée à Nantes. Voilà, donc au départ, il y a une espèce de mécontentement diffus, puis arrive la sanction électorale lors des dernières élections. Parfois, ce sont les Verts et les listes citoyennes qui ravissent les villes au PS, Poitiers, Lyon, Besançon. Et quand de nouvelles villes se donnent à la gauche, comme Marseille par exemple, c'est rarement aux socialistes, enfin, en tout cas au début, pour ce qui est de Marseille. Alors, comment expliquer que des villes qui tendent de plus en plus à s'ancrer sociologiquement à gauche ne voient plus nécessairement dans les socialistes la force politique capable de porter les politiques urbaines de gauche? Bon, écartons les facteurs un peu trop difficiles facteurs explicatifs trop difficiles à objectiver, la globalisation, la néolibéralisation, le malaise créé, c'est un euphémisme, par le mandat Hollande, l'évolution de la base électorale du PS. Je vais, moi, vous proposer en fait 3 types d'explications. Alors, première explication, à mon sens, ou premier facteur d'éloignement ou de perte de crédit des socialistes sur cette question de l'innovation urbaine de gauche, c'est l'éloignement entre le PS et les mouvements sociaux. En fait, historiquement, à chaque fois que les socialistes ont été porteurs d'agenda de rupture, c'était lorsqu'ils bénéficiaient d'une proximité avec les mouvements sociaux. Mouvements ouvriers essentiellement pour ce qui est du socialisme municipal, les mouvements post-68 dont j'ai parlé pour ce qui est de la vague rose. Alors, pour des raisons qui tiennent à la fois à la professionnalisation des élus socialistes, parfois à leur notabilisation, à l'assèchement des viviers militants, au poids des entourages composés souvent d'aspirants à la carrière politique. Moi, j'ai travaillé récemment sur les élections et sur l'émergence de listes citoyennes. Ce qui a souvent reproché aux maires PS, c'est d'être entouré, alors ça m'a frappé moi en tant qu'enseignant à Sciences Po Bordeaux, c'est d'être entouré par des petits diplômés de Sciences Po qui n'aspirent qu'à faire des carrières politiques et qui n'ont pas d'ancrage dans le militantisme mouvementiste, qui n'ont pas de charpente idéologique très forte. Voilà, des petits notables en herbe.
Voilà. Et donc, cette évolution, cette notabilisation va souvent couper les élus socialistes du monde des mouvements. Va les emprisonner dans ce qu'on pourrait appeler la politique institutionnelle, la politique électorale, et va parfois les priver d'antennes leur permettant de sentir de nouvelles aspirations. Voilà, encore une fois, je suis désolé, je vais prendre l'exemple de Nantes, mais en tant que Nantais, ce qui est frappant, c'est la difficulté qu'ont eu les socialistes à voir ce qui se passait autour de Notre-Dame-des-Landes, et à être enfermés dans un agenda développementaliste, et ne pas voir qu'à Notre-Dame-des-Landes, alors certes, il y avait des punks à chiens et des gens pas très recommandables, mais il y avait aussi des nouvelles formes de vie et de société et d'innovation sociale, technologique, qui s'inventaient. Voilà, donc, c'est en tout cas mon hypothèse, quand la gauche socialiste se prive de ses relais ou de ses liens avec les mouvements, eh bien, ces nouvelles aspirations ne sont pas forcément perçues et les politiques urbaines n'arrivent pas à se régénérer. Deuxième facteur explicatif, c'est qu'en fait, l'agenda urbain de gauche porté par les socialistes, il est devenu mainstream, si vous me permettez cet anglicisme. En fait, ces politiques que les socialistes ont inventées dans les années 70-80, elles sont devenues la grammaire commune à beaucoup de villes, y compris de droite. La tramwayisation, la piétonisation, le sauvetage du patrimoine, le soutien à une offre culturelle attractive au-delà des frontières de la ville, et même les politiques de développement économique, le resserrement des liens entre la recherche et les entreprises, qui étaient vraiment des apports des villes de gauche, ont été récupérés en fait par plein d'autres villes, ont même été récupérés et ont beaucoup inspiré les politiques de l'État. Donc, ce qui était un marqueur des socialistes ne l'est plus. Et les socialistes ont eu du mal à retrouver d'autres types de marqueurs. Et se sont un peu endormis sur leurs recettes. Et puis, l'autre raison qui explique pourquoi cette politique urbaine de gauche elle est devenue mainstream, et elle s'est répandue, c'est qu'elle a fonctionné. Le grand génie des élus urbains socialistes en France, dans les années 70-80, c'est d'inventer les germes de ce qui va produire la ville informationnelle, la ville post-fordiste des années 2000. Voilà. Comme l'économie a tendance de plus en plus à se localiser dans les villes, et comme ceux qui sont au cœur de ce nouveau développement économique, ce que Richard Florida appelait les classes créatives, s'épanouissent dans les villes, les politiques urbaines de gauche des années 70-80 ont préparé le terrain à l'arrivée de ces créatifs dans les villes. Voilà. Et tout ça a aussi généré un certain nombre d'effets pervers, non voulus, non planifiés. Mais les politiques urbaines de gauche, la piétonisation, la tramwayisation, le sauvetage du patrimoine, c'est tout ce qui a engendré la gentrification. Voilà. Donc, d'une certaine manière, les socialistes ont été victimes de leur succès, ont été victimes du succès des politiques urbaines qu'ils ont portées. Alors, troisième explication, puis je m'arrêterai là. À mon sens, il y a une troisième raison qui tient au goût, compris les élus socialistes, aux enjeux d'aménagement du territoire et de développement local. Ce qui m'a frappé dans les discours introductifs, c'est l'apparition systématique du terme territoire. Territoire. Alors moi, parfois, mon problème, même si je travaille sur les politiques territoriales depuis 20-30 ans, la notion de territoire, ça devient un mot magique. C'est un peu comme république. Un mot qu'on sort quand on ne sait plus trop quoi dire. Et la notion de territoire, pour les socialistes, est devenue un peu un mot magique auquel on se rattrape parce qu'on n'a plus forcément beaucoup de choses à dire sur le fond. Alors, grosso modo, pour préciser ma pensée, on peut distinguer deux types de préoccupations de gauche en matière de politique urbaine. Il y a d'abord un premier type qui est une préoccupation pour l'exclusion, la domination dont sont victimes un certain nombre de groupes sociaux. Donc, et là, pour répondre à cette domination, on va privilégier une approche par les groupes sociaux, par la redistribution par les services publics, par la fiscalité. Et puis, il y a une autre préoccupation dont on parle peut-être un peu moins à gauche, c'est une préoccupation pour l'exclusion de certains territoires, qui va donner lieu à une approche par les territoires de villes de province marginalisées par l'hégémonie parisienne, les territoires de quartiers populaires. Et là, ça donne lieu à une approche par les territoires. Bon, alors souvent les deux sont mêlés. Et en fait, moi, mon intuition, c'est que les socialistes ont progressivement vu les choses essentiellement par l'angle des territoires. Alors parfois par intérêt, parce qu'ils étaient hégémoniques dans les territoires,
par conviction, parce que voilà, la deuxième gauche, par exemple, était très décentralisatrice, très favorable à un aménagement du territoire. Et du coup, ces maires socialistes, ce sur quoi ils ont vraiment été très forts, à mon sens, c'est qu'ils ont été vraiment des protagonistes essentiels de l'aménagement du territoire, de l'approche par les territoires. Vous savez qu'il y a une politique dans les années 60 qui s'appelait la politique des métropoles d'équilibre, qui consistait à donner plus à des métropoles de province pour concurrencer l'hégémonie parisienne. C'est une des politiques qui a le mieux réussi en France. Et elle a mieux réussi pas uniquement grâce à l'État, mais aussi grâce à l'activisme de ces grands maires aménageurs, dont vous avez tous les noms en tête, les Georges Frêche, les Edmond Hervé, les Jean-Marc Ayrault, qui ont pris à bras-le-corps cette question, ces politiques visant à donner la possibilité à ces territoires périphériques de se développer pour que chacun puisse, comme on disait dans les années 70, vivre et travailler au pays. Voilà. Et à mon sens, cette focale, cette obsession pour le développement territorial a fait de ces maires des maires qui n'ont pas forcément vu venir la métropolisation et ses excès, le retour de la rente urbaine, le retour des promoteurs, parce que voilà, ces maires développeurs étaient tellement obsédés par l'idée de faire grossir leur ville pour créer un contrepoids à Paris, pour créer des emplois, qu'ils n'ont pas vu les effets de congestion, les effets de la métropolisation et les effets excluants de cette montée en puissance des métropoles. Donc pour le dire très rapidement, les maires socialistes ont été des très bons développeurs, des très bons aménageurs, mais peut-être qu'ils ont perdu de vue d'autres aspects des questions urbaines, que sont la question de la rente urbaine, qui profite de cette urbanisation, comment on gère, on maîtrise, on jugule cette captation de la rente urbaine par certains acteurs, comment on permet à certains groupes sociaux exclus de continuer à jouir d'un droit à la ville. Voilà. Donc ils ont développé, ils ont été des acteurs importants de ce développement territorial, mais parfois ils ont pu perdre de vue que ce développement pouvait avoir des effets néfastes. Ils ont pu perdre de vue aussi les questions environnementales, et puis ils ont perdu de vue parfois aussi la vieille question de la lutte contre la rente urbaine, mais aussi des questions plus nouvelles, comme les questions raciales, les questions de domination raciale, ou la question féministe. Et aujourd'hui, ces questions-là, elles sont portées par d'autres acteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet éclairage historique et pour cette mise en perspective. Du coup, je donne la parole à Jean-Daniel Lévy, qui va nous faire un point sur justement comment a évolué justement le vote dans les territoires de gauche, notamment lors des dernières municipales. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être que le fait que Gilles Pinson rencontre quelques difficultés à pouvoir répondre à la question que lui-même avait posée reflète peut-être le fait qu'il n'est pas le seul à ne pas parvenir entièrement à répondre à cette question-là. Ce qui nous frappe, c'est que nous sommes dans un pays qui est un pays extrêmement politique. Nous sommes un des pays les plus politiques dans le monde. Nous sommes dans un pays où, globalement, le matin, quand on allume la télévision, quand on écoute la radio, on tombe sur un responsable politique. Le soir, la même chose. Le week-end, il y a en moyenne entre 14 et 16 interventions de responsables politiques dans les médias, sans parler du dimanche en famille, où les Français vont se retrouver, s'engueuler et revenir la semaine d'après, le dimanche d'après, avec les mêmes personnes pour avoir les mêmes conversations, mais renouveler une conversation, un échange et une discussion à caractère politique. Et donc, la question qui se pose, et qui se pose notamment dans tout type de consultation électorale, et notamment dans le cas des élections municipales, c'est quel contenu politique, et non pas, si je devais être amené à caricaturer, quel contenu de gestion administrative peut découler du comportement électoral et du choix du bulletin de vote qu'on peut être amené à munir ou à déposer dans l'isoloir, voire même va-t-on ou pas être amené à se déplacer dans le cadre de la consultation électorale à proprement parler. Et cette dernière consultation électorale à laquelle nous avons été confrontés s'est inscrite dans des contextes qui sont des contextes
qui était non seulement singulier, mais qui visait également à avoir des mouvements antérieurs qui ont eu tendance à s'accélérer. Mouvement singulier, en tout cas situation singulière, on s'en rappelle tous. Je crois qu'il y a eu un espace-temps entre le premier tour et le deuxième tour des élections municipales qui a été légèrement plus important que lors des précédentes consultations électorales, que tout ceci s'est inscrit dans le contexte où on parlait à cette époque-là d'ailleurs du coronavirus, mais que, en dehors de cet aspect-là, il y avait également deux dimensions qui nous apparaissent comme étant importantes. La première dimension, c'est que Emmanuel Macron était déjà à cette période-là président de la République, et en tant que président de la République, il était sans relais véritable au niveau local. Nous n'avions que très peu de maires qui se présentaient comme étant des représentants ou des acteurs de la force majoritaire présidentielle. Et on sait que quand bien même il y a aujourd'hui des élections qui sont des élections à caractère local, qu'effectivement, une fois son étiquette acquise, un certain nombre de maires ont tendance à vouloir la gommer au nom de l'intérêt général, il y a toujours des effets de mobilisation, soit en soutien, soit en contestation à l'égard de la force politique nationale majeure et par délégation à l'égard du maire qui va porter l'étiquette politique. Sans remonter jusqu'à 1977, en 2008, ça avait été majeur, on l'avait vu, une non pas forcément extrêmement forte mobilisation de la part de l'électorat de gauche, mais une très forte démobilisation d'un électorat qui avait voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 et qui considérait que, notamment après le fait qu'il se soit affiché avec le fils de Carla Bruni sur les épaules à Petra, après le fait qu'il nous ait rassurés sur l'état de sa relation sentimentale avec Carla Bruni, il avait créé une forme de distanciation assez importante à l'égard d'un électorat plutôt âgé, plutôt à droite sur l'échiquier politique, plutôt diplômé, qui ne pouvait pas voter pour la gauche, mais qui a pratiqué une forme d'abstention-sanction en déclarant « je préfère ne pas aller voter » ou en tout cas « je ne veux pas par délégation apporter un soutien à un maire dont on pourrait considérer qu'il s'agirait par rebond d'un soutien à l'égard du président de la République, Nicolas Sarkozy. » En 2014, nous avons également connu, non pas pour les mêmes raisons, mais une désaffection, ou en tout cas une démobilisation d'électeurs qui avaient voté en faveur de François Hollande au cours de l'élection présidentielle de 2012 et qui, dans ce contexte-là, à travers, jargon des sondeurs, ce qu'on appelle une mobilisation différentielle ou une démobilisation différentielle, des électeurs qui étaient à gauche sur l'échiquier politique, qui ne se sont pas mobilisés de manière massive en faveur des candidats ou des listes socialistes qui étaient sortantes avec certaines évolutions que vous connaissez tout aussi bien que nous. Donc on est forcément dans des environnements où il y a une articulation entre la dimension locale, la dimension nationale, ça c'est absolument indéniable, et au cours de la dernière élection présidentielle, une situation où on ne trouvait pas forcément les moyens évidents de sanctionner le pouvoir politique en place, vu qu'il y avait très peu de maires qui se réclamaient de la République en marche, ou même du côté de l'électorat d'Emmanuel Macron, les ressorts pour pouvoir se dire je vais apporter mon soutien à l'égard du président de la République en votant pour une liste ou une personnalité qui est issue et de la commune et de la formation politique majoritaire. Le troisième aspect qui nous apparaît comme étant aussi important, c'est de considérer que peut-être que derrière ce processus un peu de dépolitisation, on a tendance à voter pas uniquement pour un collectif, mais également pour une personnalité. Et on a tendance, même si nous sommes face à des scrutins de liste, à considérer qu'on peut être amené à élire une forme de président de la République municipale. Et avec une image extrêmement forte du maire ou de la maire, tant et si bien que dans le cas des différentes enquêtes que nous pouvons être amenés à réaliser, alors même qu'il y a parfois des adjoints de quartier qui existent, alors même qu'il peut même y avoir des responsables politiques qui ont des missions et qui ont un contact objectif avec les citoyens,
Leur taux de notoriété, ça veut dire la part de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales dans la commune, qui connaissent le nom même du premier adjoint ou éventuellement de leur maire implanté, du maire de quartier, est en général assez faible, voire très faible. Donc il y a derrière la dimension politique une forme de personnalisation qui a tendance à être de plus en plus manifeste de la part des citoyens qu'on peut être amené, des citoyens qui sont amenés à se déplacer. Le quatrième aspect qui nous apparaît comme étant important, c'est effectivement dans un contexte où le socialisme municipal a peut-être, à son grand détriment, atteint un certain nombre d'objectifs, essayer de voir s'il peut y avoir ou pas des affrontements de valeurs et d'identité, et j'utilise volontairement ce terme-là, sur ce qu'est la ville, la commune, et ce qui permet de faire en sorte qu'on ne soit pas sur un débat qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui est le plus efficace ou qui est le moins efficace, parce que globalement les Français rencontrent parfois des difficultés à pouvoir vraiment évaluer les choses à leur juste mesure, mais quel est globalement le système de valeurs, quelles sont les priorités, quelles sont les identités qui vont être données à la ville, dans un contexte où nous sommes actuellement dans la perception que, du fait de la montée des intercommunalités, du fait de la croissance du poids de ce qui apparaît comme étant la décentralisation ou parfois la concentration locale de ce que peut être la décentralisation, une volonté de se réapproprier l'identité de la ville qui peut s'effectuer autour de valeurs. En 1977, le socialisme municipal, on pouvait voir ce que c'était. Est-ce qu'en 2020, nous avions la capacité à pouvoir voir 2 ou 3 lignes de conduite de ce qu'était, d'un point de vue global, indépendamment des spécificités des territoires, j'utilise ce terme-là, une trame commune de ce que pouvait être une action politique municipale de la part des socialistes? Elle existe probablement de la part des électeurs qu'on interrogeait. La réponse était non. Ce qui nous a frappé, c'est que par le passé, cette articulation entre grandes orientations nationales et politiques locales a pu être portée par le Parti socialiste. En 2010, au cours des élections régionales, il y avait eu la défense, la mise en place d'un bouclier social qui était proposé comme étant la trame globale de ce qui pouvait conduire les motivations de vote des électeurs à voter pour les socialistes dans les régions. Ce bouclier social venait évidemment être en rebond avec le bouclier fiscal qui avait été proposé par Nicolas Sarkozy. Et entre une dimension extrêmement verticale et qui apparaissait comme étant brutale à une immense majorité de Français, l'idée de se dire qu'il y avait un espace de protection horizontale qui pouvait être proposé de la part des régions. S'agit-il ou pas de la première des compétences des régions de proposer un bouclier social ou des politiques sociales? La réponse est non. S'agit-il ou pas d'un argument politique qui permettrait d'entrer en résonance par rapport à ce qui apparaissait être l'ADN du Parti socialiste d'un côté, mais également le lien avec ce que pouvaient être des politiques nationales et également une différenciation par rapport à ce qui pouvait être porté par la droite localement? La réponse était oui. Et nous avons obtenu une situation qui n'était pas forcément évidente dès le départ. Toutes les victoires de 2004 qui s'inscrivaient dans une forme de revanche à l'égard de 2002 ont été maintenues, non pas forcément pour se dire nous souhaitons absolument reconduire le Parti socialiste, mais la ligne politique, qui est une ligne politique différente et qui plus est, permet et de nous rassurer localement et en même temps d'émettre un message au niveau national, apparaissent comme étant des aspects qui apparaissent comme étant importants. Peut-être 2-3 aspects également complémentaires par rapport à la situation. On a tendance à dire que le maire est l'élu préféré des Français. La réponse est c'est vrai. On a tendance à oublier de dire que tendanciellement, la cote de confiance à l'égard des maires d'un point de vue général
a tendance à baisser et à baisser nettement. Donc certes, c'est le meilleur élève de la classe avec une note globale qui a tendance à baisser nettement. Un des caractères illustratifs, c'est la participation aux différentes élections municipales. Si on met de côté et qu'on va considérer que l'aspect Covid était une dimension qui était une dimension importante, nous sommes passés de près de 79% de participation électorale en 1977, donc près de 8 Français sur 10 qui s'étaient déplacés, à moins d'un tiers en 2014. On va mettre de côté les élections de 2020 pour l'instant. Il aura été surprenant d'ailleurs que la participation soit en hausse en 2020 dans la tendance actuelle. Et en 2014, nous avions connu déjà une baisse de 3 points par rapport au scrutin de 2008. L'idée de se dire à quoi sert le maire, quelle est son autonomie, quelle est sa capacité à pouvoir avoir une marge de manœuvre qui apparaît comme étant importante, apparaissait comme étant des dimensions essentielles aux yeux de nos citoyens, avec des points d'interrogation qui apparaissaient comme étant nets. Politiser, c'est également savoir que, quoi qu'on en dise, les électeurs se positionnent pour leur immense majorité encore aujourd'hui sur une échelle qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et que s'ils vont être parfois critiques à l'égard des responsables politiques ou des acteurs politiques pour pouvoir mettre en place concrètement des politiques publiques qui correspondent à leurs valeurs, eux-mêmes portent des systèmes de valeurs qui sont différents. Une des preuves que l'on peut avoir, c'est que lorsque, chez Harris Interactive, nous sommes amenés à interroger les électeurs au soir du premier tour des élections municipales en leur demandant ce qu'ont été leurs motivations de vote d'un point de vue global, on a des tableaux qui sont des tableaux différents. D'une manière globale, au cours de la dernière session électorale, la sécurité constituait la première des motivations de vote des électeurs. Elle était suivie de la question de l'aménagement urbain, du cadre de vie, de la question environnementale en troisième position. Et petite parenthèse, cette dimension environnementale, elle était présente dans quasiment toutes les communes dans lesquelles nous avons été amenés à travailler, et même dans les toutes petites communes, même les communes où la présence des agriculteurs était majoritaire. Donc sécurité, aménagement du territoire, cadre de vie, environnement, l'aspect globalement des dépenses publiques et également la propreté. Cette hiérarchie est une hiérarchie qui va être nettement différente lorsqu'on interroge les électeurs de gauche. Les électeurs de gauche nous ont parlé en priorité de la question environnementale en milieu urbain dans le cadre des dernières élections municipales. Un deuxième aspect, de la question de l'aménagement des territoires et du cadre urbain. En troisième dimension, de la question des services publics. Et là, on voit bien dans quelle mesure ça parle au cœur de la gauche, alors que ça ne faisait pas partie des principales motivations de vote du cœur de l'électorat. En quatrième motivation, la dimension d'action sociale. En cinquième point, la question des transports. Donc on voit bien, on pourra faire le même exercice avec les électeurs de droite et ceux qui situent encore plus à droite sur l'échiquier politique, mais que quoi qu'il en soit, il y a à l'heure actuelle non pas une forme d'unanimisme politique qui peut être porté de la part des électeurs, mais ce bon vieux clivage gauche-droite dont on a tendance à considérer qu'il n'apparaît pas comme étant opérant dans les représentations de la part des citoyens, qui apparaît malgré tout dans leur motivation de vote, dans leurs aspirations à l'égard de la ville et dans leurs appétences en matière de comportement ou de politique publique qui peut être déployée, qui apparaissent comme étant différentes et qui permettraient, ça nous en sommes intimement persuadés, plus ils seraient mis en avant dans le débat public, plus ils permettraient d'accroître la participation électorale et plus ils permettraient également d'avoir un bénéfice de la part de ceux qui affirment des convictions claires sur ce que peut être leur principale motivation d'engagement. Peut-être un dernier point pour ne pas être uniquement sur des aspects à caractère politique, où l'on peut voir qu'il y a encore et toujours, générationnellement,
des regards à l'égard des motivations de vote qui sont différentes. On le sait, l'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des jeunes de moins de 24 ans, voire de moins de 35 ans, ne se sont pas déplacés au cours de la dernière élection municipale, et que pour autant, ils nous parlaient d'environnement, ils nous parlaient d'aménagement du territoire, ils nous parlaient de transport, mais également d'un aspect qui a été évoqué tout à l'heure et qui n'est pas toujours présent de la part des candidats de gauche, de questions de sécurité. Même la jeunesse, même les personnes qui sont plutôt à gauche sur l'échiquier politique ont abordé dès les dernières élections municipales les grands enjeux en matière de sécurité. S'agit-il uniquement d'un regard à caractère personnel ou s'agit-il ou pas d'un regard qui est un regard à caractère collectif? Indéniablement, il y a une articulation entre les deux, mais en tout cas, ce que l'on peut voir à travers les études, c'est qu'on n'a pas tendance à voter uniquement en fonction de sa propre situation personnelle, même lorsqu'on est jeune, même lorsqu'on est loin de la politique, mais qu'on a toujours, d'une manière ou d'une autre, une représentation de l'intérêt général. Donc on est aujourd'hui, et on a été, au cours de ce contexte-là, dans un environnement où, globalement, l'idée de se dire, avons-nous une conflictualité politique au sens noble du terme qui a été suffisante? Peut-être pas. Ça a participé de la baisse de la participation électorale et ça a participé dans les endroits dans lesquels il y avait des possibilités de conquête, que ces conquêtes ne soient pas toujours réalisées à la hauteur entière de vos ambitions. Ces aspects-là sont toujours présents à travers toutes les enquêtes que l'on peut être amené à réaliser. La question de la sécurité, la question environnementale, les aspects d'aménagement urbain. Il y a, vous le savez, une dimension nouvelle qui a émergé de manière nette depuis la dernière élection présidentielle, qui est la question du pouvoir d'achat. Et indéniablement, un de nos paris, entre guillemets, c'est de penser que cette thématique-là, au même titre que la santé, sera fortement présente dans le cadre des prochaines élections municipales. Ça marche. Merci beaucoup de ces éclairages. On a beaucoup pris de retard. Alors, tout n'est pas dû à cette table ronde. On avait déjà du retard au démarrage. Mais néanmoins, on va poursuivre notre échange. Par contre, comme ça, vous prenez vos dispositions. Les ateliers thématiques vont démarrer d'ici un quart d'heure. Et ceux qui souhaiteront échanger avec les intervenants à la fin des 4 interventions, on pourra rester là un moment dans cette salle, puisque les 2 ateliers qui suivent ont lieu dans d'autres lieux. On va enchaîner en donnant la parole à Estelle et Mamie, qui, je le disais tout à l'heure, est conseillère municipale d'opposition à Moissac. La donnée nouvelle de 2022 électorale, c'est une émergence inédite du Rassemblement national. On a longtemps pensé que le Rassemblement national n'arriverait pas à la tête de communes. C'était l'histoire des années 2000. C'était des petits bouts réservés au sud-est de la France, un peu le nord, la Lorraine, etc. Et puis finalement, on voit bien que élection après élection, les grèves prennent. Et là, on se retrouve à Moissac, donc dans le Tarn-et-Garonne, un endroit où, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé possible qu'une mairie d'extrême droite puisse s'installer. Estelle, je te laisse nous parler de ça. Oui, effectivement. Alors, Moissac, je vais juste situer un petit peu, donner le contexte. Moissac, ville du sud-ouest, milieu agricole, avec une forte présence de travailleurs saisonniers, puisque Moissac est une ville de 13 000 habitants, avec 10% de sa population qui est d'origine d'Europe de l'Est, particulièrement bulgare. Et donc, ces travailleurs saisonniers sont très présents sur la ville. Sur le centre-ville, sur le cœur de ville, puisque ce cœur de ville a été délaissé par les Moissagais, donc on y retrouve un logement insalubre, et donc cet habitat est utilisé pour loger les travailleurs saisonniers. Pourquoi, ça c'était juste un petit contexte, pourquoi on en arrive à avoir le RN dans une commune de 13 000 habitants dans le sud-ouest de la France ?
Je pense tout simplement que l'on arrive après 30 ans de socialisme en terre radicale de gauche, 30 ans avec le même maire, et on a un essoufflement. Sur l'élection des municipales de 2014, le maire de l'époque, Jean-Paul Neuzy, donc, souhaite faire un nouveau mandat malgré le fait de tirer la sonnette d'alarme. Il se représente et donc là, face à lui, se retrouve une liste de radicaux de gauche. Donc deux listes de gauche face à une liste de droite. C'est donc le maire de droite, Jean-Michel Henriot, qui est élu. Il n'est absolument pas préparé à prendre ses fonctions. Il va faire vivoter la ville pendant tout son mandat. Et là, on voit l'émergence d'un jeune loup qui est né à Moissac et qui s'appelle Romain Lopez et qui va devenir le maire de Moissac. Romain Lopez, pour le resituer, est ancien attaché parlementaire de Marion Maréchal Le Pen. Voilà, donc voilà le contexte dans lequel arrive le RN à Moissac. Je pense que vous avez entendu parler de Moissac quand même pour autre chose que ça. Moissac est connu pour son cloître avec son abbaye et son chasselas que je vous invite à venir goûter prochainement en septembre. Alors, je voudrais quand même parler de ce que c'est qu'une mairie d'extrême droite concrètement dans les actes. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas plutôt. Parce qu'en fait, une mairie RN, c'est déjà un cabinet qui s'installe sur une mairie où il n'y avait jamais de chef de cabinet jusqu'à présent, mais simplement une secrétaire de mairie. Et bien là, on voit arriver un chef de cabinet, un responsable de la communication, tous issus du Rassemblement national. Et là, on voit se mettre en marche une communication extrêmement forte, mais une communication, si vous me permettez l'expression, qui enfume les Moissagais. C'est-à-dire une communication qui parle de ce qu'ils ne font pas. Et là, c'est tout un art. Et j'ai eu la tristesse de m'apercevoir que la majorité des habitants de la commune ne se rendaient pas compte des choses. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout, bien sûr, dans la communication, le culte de la personnalité. Donc je vous rejoins, l'image du maire est très très importante et tout est la base, tout tourne autour du maire. Dans les faits, donc en interne, en 3 ans, puisqu'on est à peu près à mi-mandat, au niveau de la mairie, on a une fuite des agents municipaux qui ont pourtant largement amené l'élection de ce maire parce qu'ils pensaient voir en lui quelqu'un qui allait changer la façon de travailler. Et bien là, on a une fuite sur à peu près 200 agents municipaux sur la ville. À l'heure actuelle, sur le parc technique, on est à un départ de 40 personnes. D'abord les chefs de service, donc à l'heure actuelle, il y a plus de chefs de service. Et même maintenant, les agents, tous, en fait, partent les uns après les autres parce qu'ils n'ont plus aucun moyen de travailler et aucune directive, si ce n'est au coup par coup, sans vision globale. Une mairie RN, c'est un CCAS qui correspond à une coquille vide. Nous n'avons plus d'assistante sociale sur une ville de 13 000 habitants. Nous n'avons plus de directrice de CCAS. Elle est en arrêt maladie depuis plus de 6 mois. Je fais partie du conseil d'administration du CCAS et là, on n'a aucun pouvoir décisionnaire. Tout est verrouillé par le maire. Il n'y a aucune discussion
possible et vous imaginez bien aucune discussion possible également en conseil municipal. Pour revenir au CCAS, la gestion de la petite enfance donc, a été transférée à la mairie. Donc c'est le maire qui gère directement deux publics très ciblés, les aînés et les familles monoparentales, en particulier donc les femmes avec des enfants. On a également, excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais voilà, j'essaye d'avancer. On a la suppression des conseils citoyens aussi, qui avait été mis en place depuis une dizaine d'années. Sur les quartiers, sur Moissac, nous avons 2 quartiers prioritaires. Sur ces quartiers prioritaires, rien n'est fait. Donc, au début de son mandat, il s'est mis en scène en faisant des vidéos devant les maisons où il rapportait aux personnes directement les ordures qui avaient été déposées un petit peu dans la rue, ou alors il interpelle directement des gens qui font la fête tardivement le soir et en disant qu'il a fait le nécessaire et qu'il a appelé les services opportuns. On a la création du Maison France Service, mais en contrepartie, il ferme le centre social parce qu'il ne veut pas travailler avec la CAF. Voilà. Pour lui, ce n'est pas une mairie qui doit gérer le social. Donc du coup, il supprime tout ce qui peut être en lien avec le social. Donc 2 associations très importantes sur la ville. Une a disparu complètement, c'est l'association MAGE, Moissac Animation Jeunes, qui avait plus de 30 ans d'ancienneté. Et ensuite, il a coupé toutes les subventions à une autre association, Escale Confluence, qui gère les personnes en grande précarité. Voilà pour le social, brièvement. On en arrive à la culture. Donc on a également une casse au niveau de la culture. Très vite, une compagnie de théâtre qui était en résidence sur Moissac depuis de nombreuses années a dû partir puisque le maire ne plus souhaitait travailler avec eux puisqu'ils avaient pris position pendant les municipales en notre faveur. Et donc cette compagnie est partie. Mais elle existe toujours et elle est financée par la région. Deuxième association qui, elle, vient de clôturer dernièrement, MCV, qui faisait une programmation culturelle sur l'année et qui avait un festival d'été depuis 25 ans. Voilà, donc là, cette association n'a plus de moyens financiers, plus d'aide par la mairie et donc n'a pas pu survivre. Elle a essayé d'aller sur un autre petit village à côté, mais les moyens n'étaient pas les mêmes. Nous n'avons plus de conservateurs de patrimoine à Moissac, malgré le fait que nous ayons énormément de patrimoine, puisque nous sommes inscrits au patrimoine de l'UNESCO par le biais des chemins de Saint-Jacques. Donc plus de conservateurs. Voilà, pour la culture. Au niveau du sport, dernièrement, donc là, les aides municipales pour le sport sont très ciblées. Pour pouvoir avoir des aides, il faut passer par la case bureau du maire. Sinon, vous n'êtes pas subventionné. Et dernièrement, il a souhaité détruire l'Office municipal des sports, l'OMS, parce que les membres du bureau étaient pour lui trop à gauche. Je terminerai avec l'école. Alors l'école, alors voilà. Pour la communication, par exemple, dans le dernier mag sur l'école, il fait 2 pages sur la mise en place de vidéos, d'interphones avec vidéo à l'entrée de chaque école pour la sécurité. Voilà, donc grand point important, la sécurité. Très bien, tout le monde se réjouit de ce genre de propositions. Par contre, ce qu'il faut savoir, et là, ce que les Moissagaises et Moissagais ne se rendent pas compte, c'est que les directrices et directeurs des écoles n'ont eu le budget
pour leur financement global qu'au mois d'avril. Donc depuis septembre, ils ne savaient pas quel était le budget alloué à chaque école. Et donc du coup, chacun a freiné. Certaines écoles ont même demandé des ramettes de papier aux parents. Et finalement, donc en avril, il annonce aucun changement sur le budget. Mais, petite phrase au détour, puisque vous avez moins dépensé cette année, peut-être que nous pourrons revoir le budget l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est ce type de fonctionnement. Ensuite, là, à la rentrée, nous avons une hausse des tarifs de l'école de musique, plus 54% pour les plus modestes, et suppression de la tarification en fonction du quotient familial. Et la hausse du prix de cantine, du repas, 30 centimes de plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si vous voulez un peu plus d'informations. Merci. Je pense que, juste ça fait écho à ce qu'a pu vivre Vitrolles à la fin des années 90. Donc on pourra, je t'en parlais tout à l'heure, l'évoquer plus avant. Après, la logique, c'est de bien avoir en tête que c'est sur des territoires de gauche que ça arrive. C'était le cas à Vitrolles. Et qu'il ne faut pas considérer que ça n'est qu'un accident de parcours. Parce que les situations s'enquistent, peuvent rester comme ça, que ça peut durer. Et juste pour conclure, parce que je ne voudrais pas prolonger et laisser évidemment la parole à notre dernier intervenant, mais en termes de perspective, est-ce que tu sens l'usure? Est-ce que tu sens, et quelle stratégie te semble opportune pour reprendre à gauche un territoire qui est historiquement de gauche? Une grande question. Alors, 2 points. Premier point, c'est qu'il est également conseiller communautaire, vice-président et conseiller départemental, donc il tisse sa toile déjà. Et ça, concrètement, on le voit très bien, et il trouve écho sur bon nombre de villes et villages autour. La perspective que j'ai, c'est de la présence partout dans les milieux associatifs, auprès de tous les Moissaguais pour moi, mais également sur la communauté de communes et du lien avec les autres élus de secteur. Merci beaucoup Estelle. Il y aurait évidemment, à mon avis, un sujet à part entière autour de la question de l'extrême droite, de l'extrême droite locale, la politique locale de l'extrême droite. Mais le temps nous est compté et je donne la parole évidemment à Romain Pasquier pour nous apporter éclairage d'où on vient et où on est susceptible d'aller avec nos convictions socialistes face à ces territoires qui bougent et à cet électorat qui se transforme et qui mute également. Merci de me donner la parole. Je vais pas être très long. Voilà, la table ronde a déjà duré un bon moment. Je suis sûr que vous avez envie de prendre la parole. Moi, j'avais envie de commencer peut-être par le contexte politique et dire qu'effectivement, 2026 est très important pour vous. Il est même plus important que 2027, parce que vous avez peu de chances de gagner 2027, mais vous avez raisonnablement des chances de poursuivre votre ancrage territorial, qui est quand même l'essentiel aujourd'hui des ressources de vos partis politiques, de vos organisations politiques. Donc 2026, vous avez raison de vous poser la question, c'est à mon avis l'essentiel pour vous, parce que n'oubliez pas la leçon de l'histoire. Les socialistes commencent à s'ancrer dans les territoires à la fin des années 1890 et n'exerceront le pouvoir qu'en 1936. Même chose après la Seconde Guerre mondiale. Ce sera long au local avant d'exercer le pouvoir au national. Donc, vous avez raison de parier sur les territoires. Ça a été votre base à la fois d'invention politique, d'expérimentation sociale, et aussi là où vous avez pu
fabriqué les programmes qui vous ont permis d'exercer le pouvoir à certains moments dans l'histoire politique du XXe siècle. Alors, la difficulté, c'est que ces bastions locaux ont été aussi souvent les débuts d'un désamour avec le peuple. Pourquoi ? Parce que, en se transformant en parti de cadre, en parti de notable, eh bien, on crée une distance avec le peuple. Alors vous l'avez longtemps, d'une certaine manière, compensé par un ancrage très fort dans la société civile, dans les corps intermédiaires, dans l'éducation populaire. C'était eux les relais du Parti socialiste avec la société civile française. Or, eux ont assez largement, peut-être pas disparu, mais en tout cas se sont largement affaissés. Et donc, vous n'êtes plus qu'un parti d'élus, en grande majorité. Ce que vous avez toujours été, sauf que vous aviez l'ancrage sociétal, d'où venait le PSU, d'où venait le socialisme utopique, ils venaient de mouvements sociaux, ils venaient de mouvements intellectuels, ils avaient une réflexion sur la société. Et ensuite, ils sont devenus des notables. Et donc là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger de n'être plus qu'un parti de notables et d'être plus en lien, c'est ce que disait Gilles, avec les mouvements sociaux contemporains qui peuvent bousculer, mais d'une certaine manière, la vieille SFIO a accepté d'être bousculée par le tonitruant Michel Rocard et son PSU. Alors accepterez-vous d'être bousculé par des mouvements sociaux plus contemporains? C'est une vraie question. Et c'est sans doute aussi une partie des clés de votre succès de 2027, de 2026 et peut-être 2027, de renouer avec ces mouvements sociaux. Mais peut-être est-il trop tard. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne se déclare pas en un instant d'être, en convergence totale, en anticipateur de tout ce qui fait, on va dire, le bouillonnement de la jeunesse. Or, quand on regarde, ça a été dit par Jean-Daniel Lévy, lorsqu'on regarde votre électorat, il vieillit. Il vieillit, votre électorat. Et c'est une vieille leçon de la science politique. On commence par voter à gauche et on finit par voter à droite. Donc votre électorat vieillit et c'est une leçon. Vos électeurs vont plutôt aller vers le centre droit. Donc vous voyez, c'est une espèce de triangle de fer dans lequel vous êtes. D'un côté, la jeunesse vous échappe, en partie parce qu'il n'existe plus de grands mouvements collectifs dont vous étiez les fers de lance autour du mouvement laïque, de l'éducation populaire. Ça n'existe plus. Il y a d'autres formes beaucoup plus fluides, difficilement préhensibles. Et de l'autre, eh bien, il est difficile effectivement de structurer une offre politique, de politique publique qui soit vraiment alternative, alors que votre électorat vieillit et historiquement se droitise. Donc comment sortir de ça? C'est un peu ça la question finalement. Et pour 2026, je pense que c'est une élection essentielle, je pense qu'elle vous sera plutôt favorable. Pourquoi? Parce que c'est une élection intermédiaire, et on le sait tous en sciences politiques, une élection intermédiaire est plutôt favorable à l'opposition. Donc c'est essentiel pour vous. Sauf que vous n'êtes qu'une des oppositions. Et donc là, il y a une question évidemment essentielle qui est de vous positionner par rapport aux autres gauches. La gauche écologiste et la gauche insoumise. Donc là, il y a un jeu évidemment de négociation qui a fait toujours partie de l'histoire des gauches depuis la fin du XIXe siècle qu'il va vous falloir mener, en sachant que vous êtes majoritaire dans les territoires, minoritaire au national, et que les négociations, on l'a vu quand même pour les circonscriptions, se déterminent plutôt au niveau national, et on passe allègrement, en dépit de certaines, on va dire,
certaine rébellion, mais on passe assez largement sur les desiderata locaux. Donc là, il y a une vraie réflexion aussi à avoir sur comment on mène une négociation qui pèse réellement. Est-ce que ce sont les apparatchiks des exécutifs nationaux dans les partis politiques, ou est-ce que c'est les grands élus locaux? Donc là, il y a peut-être à avoir une réflexion un peu de stratégique et tactique en la matière. Et puis, je voudrais dire aussi que dans l'invention du socialisme municipal, dans la rencontre entre la SFIO et le PSU, à chaque fois, effectivement, il y a eu la question du territoire. Je serais beaucoup plus précis que la question du territoire. Il y a la question du pouvoir. Il y a la question de l'autonomie locale. Qu'est-ce que voulaient les socialistes utopiques? Ils voulaient inventer le socialisme local, mais dans une tradition communale, communarde, c'est-à-dire d'autogestion. C'est ça qu'ils voulaient. Michel Rocard, il n'avait pas peur des mots d'autonomie ou d'autogestion. Il les prenait. Et vous, qu'avez-vous fait depuis 1981-82 avec les lois de décentralisation? Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la question territoriale, pour vous, est devenue une question institutionnelle. On l'a vu dans les présentations. Coucou les communes, coucou les intercos, coucou les départements, coucou les régions. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas ça l'autonomie, l'autogestion. C'est véritablement inventer un vivre ensemble à partir d'une communauté locale. Et donc là, il faut une vraie réflexion, me semble-t-il, sur l'autonomie fiscale, sur le pouvoir réglementaire, et pas être dans un mi-chèvre, mi-chou qui finalement va rendre invisibles vos propositions, aussi pertinentes soient-elles. Et donc là, évidemment, on pourra regretter éternellement, effectivement, le quinquennat de François Hollande en la matière. Donc, il y a pour 2026 des grandes questions à résoudre pour vous. La question du lien à la jeunesse, en fait, au mouvement de jeunes, qui ne sont pas forcément à gauche. Pourquoi le Rassemblement national gagne? Parce qu'il a un engagement des jeunes aussi. Évidemment. Il y a un engagement aujourd'hui des jeunes à droite et à l'extrême droite. Évidemment. L'effet, allez, pour le dire vite, wokiste, produit un effet ressac très fort sur une autre partie de la jeunesse. Il faut en être conscient. Les questions de sécurité, il faut évidemment s'en emparer. Voilà, ça a quand même été votre erreur majeure. De ne pas... Les socialistes utopiques, à la fin du XIXe siècle, ils sont innovants sur des questions qui sont hyper polémiques à l'époque, sur l'hygiène sociale, sur la santé, sur la liberté du commerce, sur le droit de la propriété. Ils sont disruptifs. Soyez disruptifs sur la sécurité. Voyez ? Soyez disruptifs sur des questions qui fâchent. C'est, à mon avis, la seule option. Sinon, vous risquez, bon an, mal an, d'être un malade qui meurt en bonne santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était bien que ça arrive en ouverture de notre séminaire, parce que ça ouvre plein d'horizons d'exploration pour venir relever les défis que vous avez posés devant nous. Hervé, peut-être... Merci Loïc. Désolé d'interrompre, pour ceux qui le souhaitent, ce débat et ces interventions de qualité. On a pris beaucoup de retard. On ne va pas aujourd'hui couper tout à ce moment-là et à cette heure-là. Au contraire, je pense que certaines d'entre vous ont envie de continuer à dialoguer avec nos intervenants, à répondre aux questions. En revanche, celles et ceux qui souhaitent aller sur les deux autres ateliers thématiques, qui sont l'atelier sur l'autonomie et l'épanouissement des seniors, et puis l'autre atelier sur la haute qualité nutritionnelle, eh bien vous pouvez le faire. Ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez quitter l'hémicycle et rejoindre le premier étage de la Laugrain ou la mairie pour les deux ateliers, faites-le en montant les escaliers pour éviter de couper le débat et les discussions avec nos intervenants. Voilà, désolé à nouveau pour cette interruption et félicitations, permettez-moi, tous les intervenants pour ces interventions de qualité. Merci beaucoup.
Du coup, pour celles et ceux qui le souhaitent, on va prendre les questions pour que vous puissiez dialoguer avec nos intervenants. Là. Voilà. Ça marche. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et puis après, comme ça, on répond. Oui, bien sûr. Bonjour, Sadia Hadj Abdelkader, je suis conseillère municipale en Gironde, une petite commune bègle. Et je suis présidente d'une association culturelle qui s'appelle Tout est possible, pour essayer de garder un peu les perspectives et de l'optimisation aussi par rapport à ces différents témoignages, et notamment celui de Moissac que je connais bien. Donc, camarades, s'il faut de l'aide, on viendra aussi. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil par rapport à la présence, parce que je crois que ça se fait aussi par des mouvements interterritoriaux. Et ma question, en fait, elle est sur l'ensemble de vos interventions qui donnent une politique globale avec des incises qui sont absolument extrêmement intéressantes, puisque ça fait plus de 3 ans qu'on dit qu'on est en retard. Donc, du coup, c'est intéressant de l'entendre aussi de personnes en dehors du parti, parce que ça permet aussi de se dire on n'a pas tout à fait tort, mais on perd du temps. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, donc ça, c'est ma première réaction. Et ma question par rapport à la lecture que vous faites du territoire, bien évidemment, mes yeux restent concentrés sur les Outre-mer. Quelle est votre lecture sur les Outre-mer qui font partie de ce pacte et de la cohésion nationale? Voilà, j'ai eu la chance de travailler à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est vrai que je garde, avec mes homologues aussi des autres territoires d'Outre-mer, un lien assez important. Et donc je voulais quand même avoir ce regard aussi de votre part, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes vécus, mais c'est des territoires républicains. Merci. On va prendre encore une... Voilà, il y a une question là. Comme ça, ce sera plus... Allez-y. Oui, merci à tous. François Demangeau, élu à la commune de Castelnaudary dans l'Aude. Une question qui me semble n'a pas été abordée dans les différentes interventions, qui était par ailleurs très intéressante, c'est le rôle et la conséquence du non-cumul des mandats. Puisqu'on avait quand même à l'époque des maires députés socialistes nombreux, donc on a contribué à cette réforme et je pense qu'elle mériterait d'être abordée pour bien comprendre aussi ses conséquences par rapport à la gauche des territoires. Merci. Une autre question, là. Merci. Je suis Georges Suzan, je suis maire d'une commune rurale de 1600 habitants dans la Loire. Moi, j'aurais voulu poser une question parce qu'on parlait des territoires et vous parliez du rôle de la place du maire dans les territoires. Et moi, ma question, elle va tourner autour du devenir de ces territoires, et notamment des territoires ruraux et des communes, des petites communes ou moyennes communes. Quand on voit l'évolution de la place que prennent les intercommunalités, par exemple, et on en a eu l'exemple typique, où effectivement, sous la responsabilité du maire d'une commune de 1600 habitants, je vous assure, il ne reste plus grand-chose, puisque beaucoup de compétences sont déléguées à l'intercommunalité. Donc moi, je pose la question... effectivement, être acteur à notre niveau dans des communes comme les nôtres, c'est une commune relativement rurale, quelle place, quel rôle et quel pouvoir on peut avoir dans ces territoires-là, alors qu'on sait qu'un grand nombre de nos compétences sont aujourd'hui prises en charge par l'intercommunalité. Moi, j'étais de ceux qui ont beaucoup plébiscité à une époque l'intercommunalité parce que c'était le discours de l'époque. Ça fait 15 ans que je suis maire. Je vais terminer dans 3 ans. J'arrête parce que je ne voudrais pas être présent au conseil municipal sur une chaise-peau, mais parce que j'ai 70 ans. Mais je me dis, quid de nos communes? Et est-ce que l'intercommunalité qui était cet outil, je précise bien cet outil au service des communes, pour faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire seul, moi, je dis aujourd'hui, on n'est plus dans cette conception-là. On est dans une strate territoriale complémentaire qui vient supplanter quelque part la place et le rôle de la mairie pour les petites communes. Donc moi, je me pose la question en me disant, est-ce qu'on est dans à terme une réorganisation territoriale qui va rendre de moins en moins opérants les communes au profit des intercommunalités? Et vous avez dit quelque chose de juste tout à l'heure.
Et la personne de Harris disait que c'était encore vrai, même si ça diminuait. Mais vous savez, ça diminue aussi parce que les citoyens ne sont pas idiots. Moi, dans ma commune, quand ils viennent me voir, ils me disent « Mais il te reste quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi dans les difficultés ?» Quand tu me dis, un, tu me renvoies à l'interco, parce que par exemple, les poubelles, c'est plus toi, c'est l'interco. Quand deux, tu parles des difficultés qu'on peut avoir, tu me dis, eh bien, c'est les lois de l'État, c'est l'État. Quel est ton rôle? Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu peux faire avec les moyens que tu as aujourd'hui? Et moi, c'est la question que je me pose et je me dis, mais en tant que socialiste, c'est peut-être un petit peu ce que j'en aurais, mais peut-être qu'on va le faire à travers nos débats. Moi, il me semblerait intéressant aussi qu'on puisse dire le devenir de nos territoires, la proximité avec nos citoyens. Moi, je vous garantis que dans ma commune, fort peu de gens savent qui est le président de l'Interco. Fort peu. Voilà ce que je voulais dire sur... Merci. On va peut-être prendre ces 3 questions-là. Alors, du coup, vous avez noté, je vous redonne. Donc, du coup, il y a la première chose, c'est... Alors, première question, c'était justement, quelle place pour les Outre-mer, c'est ça, dans ce pacte-là, justement, de cohésion nationale, puisqu'on sait très bien que la situation de nos concitoyens dans ces territoires est beaucoup plus difficile, avec une réalité qui est encore plus violente, notamment on l'a vu avec l'inflation, l'accès aux soins, les services publics, le rôle et la conséquence du non-cumul des mandats. Et puis enfin, quel est le devenir des petites et moyennes communes lorsque quasiment toutes les compétences sont cédées aux intercommunalités? Quel rôle et quel pouvoir on peut garder? Allez. Je réponds rapidement aux questions. Sur les Outre-mer, à mon avis, les Outre-mer ont des histoires différentes. C'est bien ça qu'il faut comprendre. La question de l'organisation territoriale à La Réunion, ce n'est pas la même question en Martinique ou en Guadeloupe, hein, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc moi, je crois que tous les pays du monde font cela. On le découvre aujourd'hui, mais tous les pays du monde le font, c'est le statut sur mesure. C'est-à-dire, en fonction... on va dire, de grandes négociations avec les forces politiques, sociales et économiques de chaque territoire insulaire, très éloigné de la France, il faut trouver les voies d'une autonomie qui leur conviennent et qui surtout leur permettent de s'épanouir dans leur environnement régional, qui ne correspond en rien à l'environnement de la Bretagne ou des Hauts-de-France. Donc moi, je crois beaucoup au statut sur mesure, en respectant, encore une fois, les trajectoires des uns et des autres. La Réunion a longtemps voulu, par exemple, ressembler le plus possible au département français classique, alors que d'autres sont allés assez loin vers une forme de fédéralisme à la française. Je pense à la Polynésie, évidemment à la Nouvelle-Calédonie. Bon, voilà mon point de vue. Sur le non-cumul des mandats, à mon avis, c'était une assez bonne... réforme, il n'y en a pas eu tant que ça en matière territoriale de François Hollande, sauf qu'il manquait un bout. Pourquoi on a eu des cumuls des mandats en France? C'est parce qu'on était un État centralisé. Donc les députés maires, les sénateurs maires représentaient les intérêts locaux à Paris. C'était ça l'essentiel de l'efficacité du cumul des mandats. Si vous coupez le cumul des mandats, il faut donner beaucoup plus de pouvoir au territoire, évidemment. Donc il faut aller vers un fédéralisme à la française si vous coupez le cumul des mandats. Donc là, maintenant, on se retrouve, on n'a plus de cumul, mais on n'a plus de pouvoir non plus dans les territoires. Donc finalement, ça a été la fausse bonne idée, si vous voulez. Et puis, la dernière question, c'est sûr. Les intercos. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une vieille question sur les intercos. Moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui aux communes nouvelles, ça a été dit par Madame la sénatrice, qu'aux intercos. C'est-à-dire que, quand même, moi, on ne me fera pas croire qu'avoir 40% des communes de toute l'Union européenne en matière de gestion de grands projets, ce soit une véritable chance. En revanche, avoir 35 000 communes pour le vivre ensemble, c'est une chance. Donc il faut essayer de trouver la voie intermédiaire. Donc il faut faire grossir nos petites communes. 200 habitants, c'est pas viable. 1500 habitants, à vous de me dire. Est-ce que c'est viable en termes de politique publique? Et puis, à partir de là, on redonne effectivement des compétences à ces communes nouvelles qui ont été assez largement
effectivement dépossédés par des intercommunalités devenues parfois XXL. Oui, alors sur les Outre-mer, bon, je suivrai mon collègue Romain, et puis je pense que, on attendrait aussi de la gauche que sur la situation socio-économique dans certains Outre-mer, elle soit beaucoup plus incisive sur la question de situation d'ordre néocolonial dans un certain, dans un certain nombre de territoires, sur des scandales sanitaires comme le chlordécone. Enfin, on entend très très peu la gauche sur cette question. Voilà. Sur le cumul des mandats, enfin, je pense qu'il faut quand même être très attentif à la période actuelle, parce que si vous cumulez la fin du cumul des mandats, l'arrivée au pouvoir d'un parti politique qui n'a pas d'ancrage local et donc a une forte incitation à priver les pouvoirs locaux de leurs ressources et de leurs compétences, qui se traduit notamment par des manipulations fiscales comme la suppression de la taxe d'habitation. Ça peut paraître très bien pour les contribuables comme ça spontanément, mais on est en train là de révolutionner fondamentalement les modalités du rapport entre l'État et les territoires en France, avec un parti personnel sans ancrage territorial, plus de cumul des mandats, et un État qui a de plus en plus tendance à gouverner à distance, comme dirait un de nos chers collègues, à distribuer l'argent via des transferts, via des appels à projets, et à rogner très fortement ce qui était une caractéristique du modèle français, c'était l'autonomie fiscale des communes. Donc il est en train de se jouer quelque chose d'assez silencieux, mais d'assez fondamental. C'est-à-dire qu'on se demande parfois si on n'est pas en train de virer un modèle territorial à l'anglaise, avec un État très centralisé, et des collectivités territoriales réduites à un statut de metteur en œuvre de politiques largement décidées par l'État, avec une incapacité totale des élus locaux à peser au centre, puisque vous savez qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de cumul. Donc un élu local, ça vaut peanuts. Ça n'a pas d'influence. Si vous voulez rater votre carrière politique nationale, le mieux à faire au Royaume-Uni, c'est d'être un élu local. Mine de rien, c'est quand même un peu ça qui est en train de s'ébaucher en France. Et ça, il faut être très, 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 très attentif à ça. Donc ce mêleux de questions de fiscalité locale, notamment. Et puis sur l'interco, bon, Romain l'a dit, on a essayé de faire ce que tous les pays européens ont fait dans les années 60-70, c'est-à-dire organiser une massive fusion des communes. Vous avez des pays qui ont divisé quand même par 4, 10 le nombre de communes. Alors, sans doute qu'il faut utiliser l'intercommunalité, continuer à utiliser l'intercommunalité comme un moyen d'aller vers cette forme de rationalisation. Et puis en même temps, on ne peut pas dire qu'on va diminuer le nombre de communes à un moment où on parle de plus en plus de démocratie locale, de démocratie participative. Donc la question, c'est comment on organise un système fédéral, y compris à l'échelle de grandes municipalités, où on est très au clair, très précis sur ce qu'on laisse à des mairies de quartier ou des anciennes mairies qui deviendraient des mairies d'arrondissement, et ce qu'on laisse au niveau des nouvelles communes que deviendraient à terme les intercommunalités. Et je pense que là aussi, les socialistes ont un travail à faire sur eux-mêmes, parce que, comme les socialistes, PS est un parti d'élus, ce sont des élus qui sont très attachés au mandat de maire. Et on sait très bien que les premières résistances à l'élection au suffrage universel direct des conseils intercommunaux, ce sont les maires. Donc là, à un moment donné, il va falloir avoir le courage, peut-être, de dire, on organise sur la base des intercommunalités qui ont été construites, une grande refonte du système municipal français, en garantissant à la fois l'efficacité à une échelle plus grande et de la participation à l'échelle des anciennes communes. Merci. Pour compléter ce qui vient d'être dit, sur la question des Outre-mer, il y a deux aspects qui m'apparaissent comme étant majeurs. Le premier aspect, la gauche est historiquement construite autour de la notion d'égalité, voire même d'égalité territoriale. Et là, indéniablement, on ne peut pas considérer que d'un point de vue objectif, les investissements de la République, que ce soit à travers notamment les moyens qui sont mis à la disposition des services publics, soient au même niveau dans les différents territoires d'outre-mer par rapport à la métropole. Donc il y a peut-être également de votre côté la capacité
d'interroger la question de justice sociale ou de notion d'égalité. Et puis le deuxième point, même si le terme est un terme valide ou un terme galvaudé, se pose la question de la présence de la réplique dans ces différents territoires. Parce que ça reste aujourd'hui, effectivement, une question qui est posée et qu'on a pu voir même, je vais faire une comparaison qui est une comparaison osée, entre guillemets, que parfois des arguments peuvent être amenés à changer radicalement. Au cours de la période Covid, on a incriminé la population présente en Seine-Saint-Denis comme ne suivant pas les principales mesures qui étaient proposées, les principales orientations, et que c'était un foyer potentiel de développement de la Covid sur le territoire national. En 15 jours de temps, l'argument a été entièrement retourné. Non pas autour de la question des populations, mais autour de la question de la présence de la République sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Dans quelle mesure y a-t-il ou pas présence de la puissance publique? Dans quelle mesure y a-t-il ou pas zone de prévention? Dans quelle mesure y a-t-il ou pas centre de santé et hôpitaux publics au regard de la population qui était présente en nombre? Et on a eu, même d'un point de vue d'opinion, une évolution qui est une évolution considérable. Donc à partir du moment où on a des arguments qui vont tourner sur la question de l'égalité de la République, on voit bien que les mouvements d'opinion peuvent aussi être dans le sens d'un investissement et autour de notions de péréquation qu'on peut avoir à travers d'autres types de politiques publiques. Le deuxième aspect, concernant le non-cumul des mandats, comme les Français ne sont pas exempts de contradictions, dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on pouvait faire, ils nous disaient « je suis contre le cumul des mandats ». J'y suis absolument contre. Sauf pour mon maire. Et autour de l'idée, effectivement, que le maire est celui, même s'il n'a pas toujours de pouvoir, que si jamais il est député, il peut aller pousser une porte à Bercy, aller à Matignon, aller à l'Élysée, trouver les bons relais à Paris, et donc être un acteur qui va être un acteur au service du territoire en faisant en sorte que les moyens, les dossiers puissent avancer du fait de sa présence à Paris. Donc il y a forcément ce regard contradictoire qu'on avait pu identifier. Si jamais il devait y avoir pour une raison ou pour une autre la volonté de la part de la gauche de réinterroger la question du non-cumul des mandats, il y aura, je pense, immédiatement un point à avoir à l'esprit, c'est est-ce que si on met fin au cumul des mandats, on réintroduit le cumul des indemnités? Et que autant je pense que les Français peuvent être amenés à évoluer en disant le cumul des mandats n'était peut-être pas une si mauvaise chose, autant si on donne le sentiment, à tort ou à raison, et je ne mésestime pas ce que peut être la surcharge de travail, si jamais on doit exercer deux fonctions, deux missions par rapport à une autre, mais que si on devait donner le sentiment que ce serait un moyen de pouvoir remplir son propre portefeuille en cumulant les fonctions, là, le retour d'opinion risquerait d'être assez violent. Puis le troisième aspect sur l'intercommunalité, on en a parlé tout à l'heure, et je l'ai évoqué comme étant effectivement une des raisons pour lesquelles il y avait une baisse de la participation électorale, parce que le maire apparaît comme étant quelque peu démonétisé ou avec moins de moyens qui sont mis à la disposition. Si vous devez y voir de votre côté une petite connotation positive ou d'espoir, après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, il y a eu une accélération des processus en fait, de mise en place de structures intercommunales et parfois à marche forcée. Une des résultantes, ça n'a pas été la seule, mais une des résultantes, c'est le comportement qu'on a pu avoir de la part, si vous me permettez l'expression, des petits, grands électeurs aux élections sénatoriales de 2011, qui ne souhaitaient pas forcément la bascule du Sénat à gauche, qui ne se sont pas pris d'un amour soudain pour les candidats du Parti socialiste ou pour les candidats de gauche, mais qui se sont dit, si on doit adresser un message à l'égard de Nicolas Sarkozy ou à l'égard du pouvoir politique national, on va le faire en tenant compte de l'argument qui est porté de l'identité territoriale qui avait été un des axes de campagne portés par les candidats, notamment socialistes, aux élections sénatoriales. Donc, dans le cadre, là, pour le coup, d'un scrutin qui est un scrutin obligatoire,
de la part d'électeurs qui ne sont pas forcément proches d'une formation politique, qui habituellement ont plutôt tendance à voter pour un candidat de centre droit ou à droite. Là, ils avaient, au cours des élections sénatoriales, en 2011, participé de la victoire et la bascule du Sénat à gauche. Et puis peut-être, la question n'a pas été posée, mais je reviendrai juste sur un point que nous, on a pu identifier à l'égard du Rassemblement national dans les communes. Il y a deux choses qui nous marquent. Le premier aspect, c'est que dans la plupart des communes, il y a quand même eu une réélection de maires sortants. Alors on a le contre-exemple de Ravier à Marseille, mais c'est quasiment un des seuls contre-exemples qu'on a pu avoir. Mais il y a quand même eu, indépendamment de leur pratique, de la réalité de ce qu'ils ont pu être amenés à faire, une réélection qui même parfois a été une réélection avec des scores extrêmement élevés. Donc ça nécessite un travail qui est un travail vraiment de long terme, en se disant ils ne vont pas d'eux-mêmes chuter dans le cadre des prochaines élections. Et puis le deuxième aspect, Perpignan est passé comme une lettre à la poste. Tout le monde savait que Alliot pouvait gagner les élections. Tout le monde savait que ça pouvait être une ville de plus de 100 000 habitants qui pouvait tomber du côté du Rassemblement national. Ça s'est produit sans surmobilisation électorale, ici comme ailleurs, entre le premier tour et le deuxième tour, pour faire barrage à l'égard du candidat du Rassemblement national. Et après, sans réaction d'opinion qui a été majeure. Enfin, ça vaut le coup de se rappeler ce qui s'était passé après 1995. Orange, Marignane, Toulon notamment, des artistes qui s'interrogeaient, allons-nous participer ou pas aux différents festivals qui vont être organisés, la mise en place de comités de vigilance, la mise en place en fait de délégations, notamment de la Ligue des droits de l'homme, etc. Là, sauf erreur, ça ne s'est pas produit. Tant et si bien que Alliot a même pu, pendant la période Covid, dire « je rouvre les musées au nom de la culture et pour faire en sorte que l'État n'empêche pas en fait l'émolution collective », ce qui apparaît sur le papier comme étant antinomique avec ce qu'est le Rassemblement national, qui est un coup de communication évident, mais qui n'a pas été remis en cause ou balayé de la part d'un certain nombre d'acteurs. Donc on a une inscription quand même tendancielle du Rassemblement national dans les territoires où on voit qu'on n'assiste pas à des surmobilisations électorales, que ce soit dans le cadre des dernières élections législatives ou que ce soit dans le cadre des dernières élections municipales. Moi, je voudrais remercier, je ne sais pas, peut-être qu'elle est partie, mais je voulais remercier la camarade de Bègle pour le soutien, parce que c'est vrai que c'est important de se souder, d'être soudé. Concernant le cumul des mandats, alors, moi, je vais parler du cumul des mandats dans le temps. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'expérience qui parle. Quand on a un maire qui veut faire un 5e mandat, on se retrouve avec la droite. Voilà. Et un maire qui peut dire oui, mais il n'y a personne qui est prêt à prendre le relais. Et moi, là, ça me fait bondir. Est-ce que lui s'est questionné pour se demander s'il avait pris est-ce qu'il a pris la peine de former quelqu'un au sein de son équipe? Et là, je dis non. Clairement, je dis non. Donc, voilà, on parle du cumul de mandats au niveau des fonctions, mais il faut faire aussi attention au cumul de mandats dans le temps. Et s'il vous plaît, pensez à cette jeunesse que vous avez autour de vous quand vous êtes élu. Voilà, il faut les former. Concernant les intercommunalités, pour le vivre pleinement, je dirais que c'est tout simplement à l'heure actuelle une chambre d'enregistrement. Une chambre d'enregistrement où les décisions sont prises par le président et les vice-présidents. Et donc, il ne se passe rien. Nous sommes 3 élus d'opposition à Moissac à siéger à l'intercommunalité. Nous sommes les seuls à poser des questions et prendre la parole. Voilà, nous posons des questions, nous essayons d'aller jusqu'au fond des dossiers et voilà, personne ne dit rien. Donc effectivement, il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire. Je n'ai pas forcément la réponse, mais effectivement, la question se pose. Merci de vos retours. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
J'en vois une là-bas. Attendez. Hop. Là-bas. Je veux bien que tu t'approches, camarade. Voilà. Oui, bonjour. Denis Amou, donc moi je suis adjoint au maire de Dijon. J'avais une question, parce que dans vos débats, j'ai pas vu apparaître l'impact de l'Europe et des directives européennes qui ont largement détricoté les services publics dans les territoires. On crée des déserts de services publics dans des zones rurales, dans pas mal d'endroits, y compris en zone urbaine d'ailleurs. Et à mon sens, d'une certaine manière, si on croise le désert des services publics et la montée du vote RN, on a peut-être un début d'explication de ce qui s'est passé avec cette majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, cette majorité, ce groupe énorme à l'Assemblée nationale. Merci. D'autres questions? Ou ça, là. Mesdames, on vous entend peu, si je peux me permettre. N'hésitez pas. Là-bas. Au bout, là-bas. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Hervé Gillet, je suis sénateur. Ce qui m'interroge, moi, dans la gauche des territoires, et ça avait été mis en perspective en disant territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y met réellement dedans? Je m'interroge beaucoup sur nos faiblesses en termes de coopération et de politique d'alliance, pour donner du sens et essayer aussi d'embarquer à la fois nos citoyens, mais un ensemble de parties prenantes sur des évolutions de territoires, prenant bien sûr un ancrage au niveau des municipalités. Mais derrière cette question-là, c'est la relation entre municipalités, communautés de communes, métropoles, départements, régions. Comment joue-t-on aujourd'hui? Comment crée-t-on un espace politique pour mettre en perspective des politiques d'alliance, de coopération territoriale, qui permettent aussi de se réinventer dans un espace de la commune au département et à la région, et en essayant de tisser des liens qui permettent de créer des lignes de visibilité, de compréhension, dans une société qui est aujourd'hui de plus en plus complexe, et la complexité a tendance justement à éloigner le citoyen du politique si le politique n'est pas en capacité d'explication. Merci. Une autre question? Non, c'est bon? On va répondre à ces deux questions alors. Donc la première sur l'impact des politiques européennes, c'est ça? Et le fait qu'elles aient contribué à détricoter un petit peu les territoires, les services publics, et du coup peut-être qui explique en partie la montée du vote RN, et enfin comment créer du lien, des coopérations territoriales avec les différentes strates qui existent aujourd'hui dans nos différents territoires. On repart dans l'autre sens ou... Vas-y. Oui, rapidement. Bon, sur la question européenne, je vois que la question européenne n'est pas tranchée dans la famille socialiste. Effectivement, on peut avoir différentes interprétations de l'impact de l'Europe sur les politiques publiques territoriales. Je rappelle quand même que ce sont quand même des grandes figures de votre famille politique qui ont relancé l'Europe au milieu des années 80. L'Europe politique. François Mitterrand, Jacques Delors. Bon, voilà, donc... Peut-être qu'ils avaient tort, mais en tout cas, voilà, l'essentiel du moteur franco-allemand de la fin du XXe siècle, il vient de votre famille politique. Alors après, qu'est-ce que l'Europe a fait au territoire? Elle a fait, effectivement, l'Europe est un marché avec le traité de Maastricht. Donc, comme on a confié à l'Union européenne essentiellement des compétences économiques, c'est essentiellement le droit de la concurrence qui a... était le mécanisme de régulation de ce marché. C'est assez logique, puisque voilà, si on n'en fait qu'un marché, ce sont des mécanismes de marché qui vont s'appliquer. Et donc la Commission européenne a effectivement été un vecteur très important de détricotage des services publics à la française. Dans la conception française des services publics, était sans doute l'une des plus éloignées en Europe de la conception européenne du service public. Il ne faut pas croire que la notion de service public n'existe pas dans le droit européen.
mais simplement, dès qu'il y a une relation marchande dans un service public, il rentre dans le droit de la concurrence. Hein, donc c'est ça qui a provoqué tout ce que... Alors, est-ce qu'il y a une causalité avec le retrait des services publics dans les territoires, en particulier dans les... bon, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Posez-vous aussi la question de l'endettement français depuis 1980. Hein, vous voyez, systématique. Et ça se poursuit. Hein. Donc aussi ce fonctionnement d'un système de gouvernance à une dette publique très importante au regard de la moyenne européenne. Pourtant, alors qu'on a des dépenses publiques, notamment sociales, aussi très importantes. Donc, voilà, donc je pense qu'il faut... Voilà, le schéma est quand même plus complexe que l'idée que ce soit simplement des directives européennes. Elles y ont contribué, mais pas simplement au retrait des services publics. S'ils avaient été aussi peut-être mieux gérés ou gérés différemment, ces services publics, peut-être qu'ils auraient davantage résisté. Et puis, l'autre question, c'était sur comment créer du lien. Alors, comment créer du lien, ouais, quel type d'alliance? Là, ça dépend beaucoup des territoires. Moi, je crois beaucoup... c'est surtout pas des dynamiques descendantes qui créent des alliances. Hein. En France, on a cette tradition aménagiste qui fait que l'État cherche à penser à la place des territoires. C'est une erreur fondamentale. C'est un logiciel dont il faut se départir. Il semblerait qu'on a eu les lois de décentralisation il y a plus de 40 ans, mais je crois que le logiciel reste assez ancré dans pas mal de nos agences et de nos ministères et de nos élus. Donc c'est une dynamique territoriale, les alliances. Donc elles sont diverses. Elles sont plus ou moins fortes selon les régions, selon les communes. Hein. Les traditions coopératives, elles ne se retrouvent pas de la même manière un peu partout en France. Et donc il faut prendre conscience de ces traditions coopératives et les accompagner ou les créer lorsqu'elles n'existent pas. Alors, sur la question européenne, je rejoins aussi ce que dit Romain, mais ce qui est frappant, c'est que là-dessus, c'est un peu comme République et territoire. Les socialistes ont eu un peu tendance à sortir l'argument européen comme un argument magique. Voilà, l'Europe, c'est bien parce que c'est bien. Bon, et donc ils ont effectivement été des protagonistes assez centraux de la construction européenne, mais aussi ils ont laissé faire une vision du développement et de l'aménagement du territoire en Europe qui était dominée par l'idée d'un marché libre où la circulation des biens, des personnes et des capitaux allait créer des effets de rééquilibrage si on avait une politique régionale qui donnait un peu des infrastructures aux régions périphériques. Bon, aujourd'hui, avec 30-40 ans de recul, on voit que, et ça on n'entend pas grand monde dans le monde politique, y compris chez les socialistes et chez les écologistes le dire, ce qu'a généré ce modèle de développement de l'espace européen, c'est la reconstruction d'une forte centralité économique industrielle autour de l'Allemagne. Et l'élargissement à l'Est a fait des pays de l'Est l'arrière-boutique de la machine industrielle allemande. Voilà. J'entends pas grand monde le dire. Pourtant, il y a beaucoup de travaux en géographie économique qui le montrent très bien. Moi qui reviens d'un an en Italie, le Mezzogiorno, le sud de l'Italie, a été complètement dévitalisé par la manière dont a été construit le marché unique européen. Parce que l'Italie fabriquait des biens industriels relativement compétitifs par les prix, et elle a été privée de cette capacité à être compétitive là-dessus par la création d'un marché unique et par la capacité de la machine économique allemande à s'appuyer plutôt sur les pays de l'Est pour lui offrir une main-d'œuvre à bon marché. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir de la naïveté selon laquelle l'Europe, la construction européenne, c'est bien parce que c'est la paix, etc. Mais non, regardons aussi comment se sont reconstitués un centre ou des centres et des périphéries. Voilà. Et ce qui arrive aux territoires ruraux aujourd'hui en Europe et à des régions périphériques, voilà, c'est tout simplement qu'elles sont redevenues des périphéries plus ou moins utiles à un centre économique qui s'est restructuré autour de l'Allemagne. Alors sur les alliances entre territoires, moi je trouve assez incroyable dans ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, c'est que finalement on avait bricolé un instrument au lendemain de la décentralisation qui s'appelait les contrats de plan.
Voilà, la gauche a décentralisé et en même temps, elle n'a pas pu se débarrasser du plan, de la planification économique. Et pour maintenir à la fois une activité de planification et la décentralisation avec la délégation de compétences économiques aux collectivités territoriales, on a bricolé ce machin qui s'appelait les contrats de plan État-région. Où en gros l'État, qui dans les années 80-90 était dans une posture beaucoup moins descendante, les régions, les départements et les grandes intercommunalités, décidaient à échéance régulière de projets de développement. Voilà. Cette mécanique de la contractualisation, elle avait ses défauts, elle était peut-être illisible pour le citoyen, mais elle avait l'intérêt quand même de mettre l'État et les collectivités locales, territoire par territoire, région par région, autour de la table, autour de la définition de projets de développement et éventuellement de mécanismes de solidarité. Aujourd'hui, on nous ressort la question de l'alliance des territoires parce que voilà, les métropoles doivent battre leur coulpe d'être trop compétitives et doivent chercher à redistribuer vers les territoires ruraux, mais on n'a plus le mécanisme parce que les contrats de plan sont devenus dérisoires ou obsolètes parce que l'État s'est complètement désengagé de la contractualisation. Donc, comme les socialistes ont quand même le génie des réformes territoriales et de décentralisation, ce serait peut-être bien qu'ils revisitent cet instrument pas très connu, sans doute paraissant un peu désuet, mais qui a été quand même très utile à un moment, et qui permettrait aujourd'hui d'organiser ces alliances et ces réciprocités territoriales. Moi, mon point de vue, c'est forcément un point de vue d'opinion au regard de l'activité professionnelle que je mets. Ce qui me frappe concernant en fait les enjeux Europe et collectivités locales, c'est que ça n'a jamais été évoqué, ou quasiment jamais, de la part des personnes qu'on est amené à interroger. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que si jamais ça doit être de votre part une prise de parole ou appelé à considérer ou à mettre en avant le fait qu'il pourrait y avoir un lien entre les différentes impulsions qui ont été effectuées de la part de l'Europe et les conséquences qui peuvent exister localement, notamment dans les structures communales, ça nécessite forcément un aspect de mise à niveau de ce que peuvent être les décisions qui ont été prises et les conséquences telles qu'on les entrevoit, parce qu'à l'heure actuelle, ça ne fait pas entièrement sens. On peut en entendre parler globalement concernant le fait qu'il puisse y avoir des prêts qui soient effectués ici ou là. On peut en entendre parler concernant la politique agricole commune, mais pour le reste, le lien avec les territoires et l'aménagement des territoires n'apparaît pas, encore une fois, d'un point de vue d'opinion, avec toutes ces imperfections, comme étant total. Le deuxième aspect, concernant la coopération entre les différentes collectivités locales, à mon avis, est double. Le premier point, c'est que si l'objectif de la réduction du nombre de régions était de donner plus de poids aux régions d'un point de vue d'opinion, on ne peut pas dire que cet objectif effectivement soit atteint. Elles apparaissent parfois comme étant potentiellement un marchepied pour des responsables politiques qui ont envie de montrer que s'ils sont capables de pouvoir l'exercer au niveau local, ils peuvent également exercer leur activité au niveau national. C'est peut-être une différence d'ailleurs avec la Grande-Bretagne. On l'a vu par exemple au cours, notamment à droite, au cours de la dernière élection présidentielle avec Xavier Bertrand et Valérie Pécresse et également Laurent Wauquiez, pour prendre ces trois exemples-là, qui cherchaient à montrer que, vu qu'ils avaient bien géré, entre guillemets, leur région respective, ils étaient en capacité de pouvoir non seulement avoir un ancrage territorial, non seulement connaître la vraie France, mais également déployer au niveau national ce qu'ils avaient fait localement. Le deuxième point, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une perception d'actions locales qui sont souvent perçues comme étant un caractère administratif. Soit parce qu'il n'y a pas de débat politique qui est entendu, soit parce que ce débat politique n'existe pas. Donc, le premier aspect, à mon avis, la question de la coopération, elle s'effectue sur un contrat à caractère politique. Si je caricature, est-ce qu'aujourd'hui, on voit la différence entre une route de gauche ou une route de droite? Est-ce qu'on voit la différence entre un lycée ou un collège de gauche ou de droite? Peut-être que oui, mais d'un point de vue d'opinion, la réponse est non.
parce que tout ceci, malgré tout, apparaît comme étant le décalque d'une politique qui est menée par l'éducation nationale, où il pourrait y avoir une forme de délégation de pouvoir à l'égard d'acteurs qui sont souvent renvoyés à des acteurs politiques locaux ou des acteurs même administratifs locaux dont leur seule zone d'intérêt, entre guillemets, serait une compétence technique et non pas une compétence politique. Alors, donc moi je répondrai à ces questions au regard de la communication RN. En fait, sur l'Europe, ça met un lien du coup sur Moissac avec ce dont je parlais tout à l'heure, les travailleurs saisonniers. Du coup, on s'est retrouvé sur la ville avec donc cette population importante de personnes bulgares donc, sur le centre-ville. Et donc, les Moissagais ont eu ce sentiment, c'est ce qui est ressorti pendant les élections municipales, un sentiment d'insécurité. Et donc là, Romain Lopez a parlé, a fait le lien insécurité bulgare et que lui réglerait très vite la question et les mettrait dehors. On avait beau rabâcher qu'il ne pouvait pas quitter, enfin il quitterait le territoire s'il le souhaitait en fait en tant qu'Européen. Voilà, ça ce n'était pas entendu. Donc voilà, cette problématique s'est posée et à l'heure actuelle, au bout de 3 ans, rien n'a changé. Donc, mais les Moissagais ne disent rien. Deuxième point sur la communication, c'est par rapport à la santé et par rapport aux déserts médicaux. Il a, pendant la campagne des municipales, il a fanfaronné en disant qu'il serait le sauveur, qu'il amènerait des médecins, qu'il sauverait l'hôpital de Moissac. Il n'en est rien. Une maison de santé a vu le jour, mais c'est une coquille vide. Et elle était déjà de toute façon en création avant son arrivée. Ensuite, sur l'hôpital, l'hôpital avait déjà perdu la maternité il y a une quinzaine d'années. Et là, dès le début de son mandat, en fait, les urgences ont fermé la nuit. Et là, clairement, il dit qu'il ne peut rien faire, que ce n'est pas sa compétence. Voilà, donc... voilà, pour vous donner une idée de ce qui se passe localement. C'est bon. Du coup, je pense que nous allons conclure et je ne vais pas vous faire parler plus longtemps parce que je pense qu'on a abordé un certain nombre de points et je vous remercie vraiment, merci infiniment à vous 4 pour vos interventions parce qu'elles ont éclairé de manière très claire en fait la question là de justement du territoire, de qu'est-ce qu'un territoire de gauche, comment comment aborder 2026, la question de l'extrême droite. Merci vraiment beaucoup à toi pour ton témoignage. Et si vous en êtes d'accord, nous allons conclure sur ces mots en remerciant et en applaudissant chaleureusement nos intervenants, parce que l'exercice a été beaucoup plus long que ce qu'on vous avait vendu. Donc merci beaucoup à vous. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. Puis je vous invite à continuer vers nos ateliers techniques et vers ce programme qui va continuer de se dérouler sur les 3 jours.